À propos des singes, effectivement, les singes drogués, je trouve assez dégueulasse qu'on prenne des singes. C'est vraiment dégueulasse. En tant que chercheuse, je suis outrée par les propos de Madame Chevalet. Ce n'est pas par plaisir ou par prestige que nous utilisons des animaux, c'est parce que c'est le seul moyen de répondre à certaines questions. Que les fribourgeois se rassurent, à Lausanne, à la Riponne, la population expérimente la cocaïne chaque jour, sans l'aval du comité d'éthique. Une télévision qui filme des hors-la-loi qui passent des émigrés devrait être condamnable. C'est pas bien de montrer de telles choses. Bravo à toutes ces personnes qui viennent en aide aux migrants. Michel Agnon a pu être municipal à Vevey sans s'être naturalisé suisse. Il n'a alors justement pas sa croix. Mauvais choix de sujet. Chère famille américaine qui vient d'acquérir un bunker à 1600 km de la maison, la prochaine étape, c'est l'achat d'une fusée. En cas d'apocalypse, elle vous sera fort indispensable. Ce soir, dans Mise au point. C'est la colère dans les cantons après l'affaire des facturations excessives de cartes postales. Les concurrents directs lésés dénoncent. Enquête. C'est la socialiste qui va remplacer au pied levé Jean-Christophe Schwab au Conseil national. Chacun sa croix avec Brigitte Crotta. Restructuration brutale d'une institution suisse qui informe depuis plus de 120 ans. À l'ATS, un quart des effectifs est supprimé. Reportage avec les employés. Ils chassent les planètes ainsi que la vie extraterrestre et l'outil qui leur permet de le faire est suisse. Reportage entre Genève, le Chili et jusqu'au bout de l'univers avec l'astrophysicien Michel Mayor en invité. Bonsoir à tous et bienvenue dans Mise au point. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 25 février. La Commission des affaires juridiques du National a annoncé vendredi vouloir combattre l'homophobie au même titre que le racisme. Quelques jours avant, un baiser comme on a peu l'occasion d'en voir dans le sport faisait le tour du monde. Une belle avancée pour les couleurs du drapeau arc-en-ciel, peut-être pas partout. Sébastien Faure fait le point. Ce premier baiser entre deux hommes en direct. Tout le monde ou presque est d'accord là-dessus. Cela restera comme l'image des JO 2018 de Pyeongchang, donc l'image de ce skieur freestyle qui embrasse son mec à l'arrivée, spontané, planétaire. Enfin, les JO seraient homo-compatibles. On est bien loin des derniers Jeux d'hiver à Sotchi en Russie, quand Vladimir Poutine avertissait les athlètes gays avant l'événement. Vous pourrez vous sentir libre et détendu. Simplement, laissez les enfants tranquilles. Mais malgré les progrès en Russie, ça n'a pas tellement changé. Voilà le spot qui fait le buzz là-bas cette semaine. Une vidéo de campagne au sous-texte particulièrement subtil. Si vous ne réalisez pas Vladimir Poutine, voilà ce qui pend au nez de chaque famille russe. Это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. Послушайте, мне кажется... Dans ce contexte, on imagine que cette autre vidéo a fait tout particulièrement plaisir à Vladimir Poutine. Elle est tournée par les cadets de l'aviation russe. Des sanctions sont annoncées contre ces jeunes gens, mais l'effet est inverse. Sur les sites russes, un déluge de vidéos de soutien, jusqu'à l'équipe féminine de biathlon, en partance pour Pyeongchang. Et notre Vladimir qui croyait son peuple uni comme un seul homophobe face à ce fléau. Mais le Kremlin compte encore quelques alliés, comme ce journal en Malaisie, qui nous explique cette semaine comment reconnaître les homosexuels. Ils aiment porter des vêtements chics. Ils aiment porter la barbe. Et surtout, ils aiment aller à la salle de sport. C'est bien, mon petit Dmitri. Allez, détends-toi, Vladimir. Jusque-là, ça dérangeait personne, un petit bisou.
Des bus jaunes qui sillonnent la Suisse jusque dans ses contrées les plus reculées. C'est la mission de Carte Postale. L'entreprise reçoit pour cela des subventions publiques, indûment perçues à hauteur de 78 millions de francs, comme l'a révélé l'affaire qui a éclaté au début du mois. Les concurrents de Carte Postale dans les cantons dénoncent des inégalités de traitement criantes. Il y a aussi les activités de Carte Postale en France qui soulèvent de très nombreuses questions. Andrea Gringeri a enquêté. Carte Postale, c'est avant tout un son. 3 plutôt. Un klaxon à 3 tons devenu image de marque, symbole national. Carte Postale, c'est ce trait d'union entre villages. L'infatigable bus jaune qui serpente dans la montagne depuis le début du siècle passé. Ces campagnes publicitaires ne se privent d'ailleurs jamais de le rappeler. J'ai voyagé là-dedans. Ça, c'est de la classe. Mais comment a-t-on pu passer de ça à ça? Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un scandale rare pour une telle institution. Carte Postale a perçu 78 millions de manière indue. Il faudra rembourser. On verra comment un tel tour de passe-passe a été possible. Le poteau rose, c'est ce jeune homme qui l'a découvert. Air concentré, petite barbe bien taillée, Pascal Stirniman est chef de la section révision à l'Office fédéral des transports. Il aura permis d'économiser une coquette somme aux contribuables. C'est toujours mieux quand ce genre de choses n'arrive pas, et c'est le cas quand les institutions assument leurs responsabilités. Après, bien sûr, si vous découvrez quelque chose comme ça en tant que réviseur, vous êtes fier de votre métier et content de l'avoir vu. Ce qu'il a vu, c'est que Carte Postale réalisait des bénéfices sur des lignes subventionnées, alors que c'est interdit. Comment fonctionnait l'astuce? L'entreprise gonflait ses charges pour y dissimuler un bénéfice de 5%. Bénéfice ou EBIT, selon l'appellation technique. Autrement dit, Carte Postale cachait dans ses coûts, notamment au travers de fausses factures, le bénéfice à réaliser. Un stratagème qui lui a permis de subtiliser 78 millions de francs. Une image durablement ternie pour la filiale de la Poste et une déception palpable dans la population. On ne pensait pas que ça allait aussi loin, que les gens trafiquent les comptes comme ça aussi loin. Je trouve ça décevant. Voilà. On a plutôt l'habitude de voir ça ailleurs. C'est vrai. Ça vient... Ah non, mais c'est vrai dans d'autres pays, mais ici on n'a pas l'habitude de voir ça. Non, non. Surtout que c'est quand même des entreprises qui sont sérieuses, ça fait des années que ça existe. Hein. C'est vrai que ça m'a attristé, quoi. Franchement, ça m'a fait de la peine. Ouais. Surtout que je connais un petit peu les chauffeurs. Vous voyez, moi, je suis toujours sur la gare et tout. Non, ça m'a fait de la peine, hein, ouais, franchement. Ouais. Avec ses routes de montagne et ses villages éparpillés, le Valais est un canton qui pourrait avoir perdu des millions à cause de Carte Postale. L'État subventionne les tronçons non rentables en accordant des concessions. Mais Carte Postale n'est pas le seul opérateur à en bénéficier. Au milieu de cette marée jaune, existent quelques petits concurrents à l'image de Theta Excursion. Avec eux, nous allons essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionne ce système de subvention. Vous achetez un billet, par exemple chez nous, pour faire Sion 2000, vous allez payer 30 francs de votre poche, mais derrière ces 30 francs, il y a 70 francs qui sont payés derrière, une grande partie par la Confédération, plus de 60%, et l'autre partie par le canton qui, lui, redemande aussi une participation aux communes de la région. C'est une couverture des coûts, parce que c'est ça qui est très important de savoir, c'est qu'on ne peut pas faire de bénéfices avec le transport public. C'est un secteur de l'entreprise qui est couvert par des indemnités. Si vos recettes augmentent, l'indemnité diminue et vice-versa. Pour obtenir ces indemnités, Sébastien Lipavski doit tout justifier jusque dans les moindres détails. C'est quelque chose qui est très détaillé au kilomètre près. Dès que vous faites des choses qui sont en lien avec le transport public qui doivent être financé, ça doit être très explicite. Le véhicule a fait 44 000 km. Alors, comment est-ce que c'est possible que Carte Postale ait triché? Alors oui, je ne connais pas assez le dossier pour vous dire exactement la voltige comptable qui a été faite pour arriver à détourner. Mais on parle déjà de fausses factures, donc c'est clair que si vous changez, vous avez 4 factures de changement de pneus par année alors que vous n'avez changé que 2 fois, eh bien c'est des frais qui vont gonfler l'enveloppe et puis l'indemnité ne va pas être réduite vu que vous avez ces frais qui sont là même s'ils sont faux en fait.
Sébastien Lipavski représente la 3e génération de cette entreprise familiale qui parcourt depuis plus de 80 ans les routes valaisannes. Theta Excursion a obtenu sa première concession en 1937. Aujourd'hui, elle en opère 2 qui représentent un montant non négligeable. 1 million de francs, soit environ la moitié de son chiffre d'affaires. Même si Carpostal est titulaire de la grande majorité des concessions pour les lignes de bus, elle ne les opère pas toutes elle-même. Elle sous-traite certains tronçons à des entreprises locales qui deviennent entrepreneurs postaux. De 2004 à 2013, on a été entrepreneur postal et on a pu voir en fait un petit peu plus de l'intérieur comment fonctionnait Carpostal. Pour chaque kilomètre qui est fait en transport public, on a une redistribution de la taxe sur les huiles minérales. Et puis j'ai eu une fois 2 contrôleurs qui étaient chez moi quand j'avais encore les bus jaunes. Et puis on a vraiment passé beaucoup de temps sur mes bus privés, et entre guillemets privés, puisqu'ils sont quand même financés par... Et puis quand on avait les 3 bus qui étaient jaunes, ça a été très vite fait, parce que non mais ça c'est des bus jaunes, c'est Carpostal, c'est bon. On n'a pas vraiment la même façon de traiter Carpostal et les autres entrepreneurs. Sur ces sous-traitances, Carpostal prélève une marge pour son travail administratif notamment. Son montant, elle n'a pas souhaité nous le divulguer. Ces 15 dernières années ont été très difficiles pour les entrepreneurs postaux. Ils ont dû baisser les coûts. La masse salariale des chauffeurs a vraiment baissé depuis les années 2000. Et puis maintenant de se rendre compte que malgré les efforts qu'ils ont faits, les coûts qu'ils ont dû restreindre, la régie se faisait de l'argent en fait sur leur dos un petit peu. Ça doit être très difficile à encaisser maintenant. Ouais. Une des causes du problème semble être ce grand écart entre la mission de service public et les exigences de rendement imposées à Carpostal par la Confédération. Le Parlement va se pencher sur l'affaire lors de la session de printemps qui s'ouvre demain. Frédéric Borloo, syndic d'Aigle et membre de la Commission des Transports, entend bien rediscuter le rôle et la fonction de Carpostal. On arrive gentiment dans une concurrence qui est tout à fait déloyale. Alors, est-ce qu'on doit continuer ce modèle-là ou bien pas? Je pense que ce modèle doit s'arrêter et puis que des quotas doivent être mises, sans doute, pour redonner une mission plus précise à Carpostal et éviter ce genre de situation. Aujourd'hui, on doit se poser des questions sur le rôle de Carpostal. C'est une compagnie nationale qui appartient à la Poste. Est-ce qu'elle devrait être attachée à CFF? Ou est-ce qu'elle doit être rendue indépendante? Ou est-ce que tout simplement on doit peut-être revoir un tout petit peu sa mission? Parce que est-ce que ça fait du sens aujourd'hui d'avoir une compagnie nationale qui fait concurrence aux entreprises régionales? L'appétit de Carpostal et le mécontentement des concurrents ne s'arrêtent pas à la frontière. En France, des entrepreneurs sont en procès contre la filiale de la Poste venue leur disputer des appels d'offres. Nous sommes allés en rencontrer un à Crémieux, en Isère. Alain-Jean Berthelet ne mâche pas ses mots. C'est une entreprise prédatrice qui arrive sur un marché pour prendre des parts de marché, peu importe le prix auquel ils l'ont pris, mais ils l'ont pris à des prix prédateurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais Carpostal est présente sur sol français depuis 2004 à travers sa filiale Carpostal France. L'entreprise opère dans 5 départements différents avec des activités aussi variées que le transport de l'équipe AS Saint-Étienne ou l'exploitation de lignes scolaires. Son siège se situe à Lyon. Carpostal France, c'est plus de 1100 collaborateurs et 722 véhicules pour un chiffre d'affaires d'environ 93 millions d'euros en 2016. Une expansion à l'étranger qui aurait notamment été facilitée par du dumping, accusent certains concurrents. Quand on a vu les premiers prix rendus, qui étaient de 30% de moins que ce qui se pratiquait sur l'Isère, alors qu'on a à peu près 2% de marge dans ce métier, on s'est dit que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. À ce prix-là, si tu ne bénéficies pas de subventions et d'équilibre de tes comptes par de l'argent qui vient d'ailleurs, c'est pas viable. Une affaire devant les tribunaux depuis 2014. Xavier, cher maître, à un moment, oui, on a attaqué en concurrence déloyale en France, mais après aussi avoir alerté quand même en Suisse, parce que ça nous paraissait quand même être anormal de la part d'une société qui était filiale d'une entreprise de la Confédération, d'avoir telle pratique sur un marché extérieur.
Carte Postale a été condamné en octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Lyon à verser près de 12 millions pour concurrence déloyale. L'arrêt parle de politique de subvention irrationnelle et d'aide d'État illicite. Carte Postale a fait recours. En Suisse, la Poste a toujours nié avoir comblé les pertes de sa filiale française, notamment en décembre 2016 par la voix de Doris Leuthard. Carte Postale France, comme annoncé, se trouve depuis 2012 dans les chiffres noirs. Carte Postale France devra maintenant prouver devant la justice que son activité est bel et bien rentable et qu'elle ne survit pas uniquement grâce aux aides venues de Suisse. L'argent qui est issu de l'infraction commise en Suisse. L'avocat Xavier Varamian défend Alain-Jean Berthelet ainsi que 2 autres entrepreneurs face à Carte Postale. Dans ce bilan est apparu un compte courant incroyable, 44 millions d'euros, que la Suisse a mis dans sa filiale française. Questionnée au sujet de ce montant, la Poste nous a répondu que pour elle, financer l'entrée sur le marché des sociétés du groupe était une pratique habituelle. Selon le bilan de Carte Postale France, la Poste aurait dépensé des millions pour maintenir sa filiale à flot. Diverses astuces comptables sont reprochées par les concurrents français. L'exemple ici d'abandon de créances pour plus de 19 millions d'euros. Au vu de cette affaire, il est légitime de se demander si les indemnités perçues en trop en Suisse ont pu servir à financer Carte Postale France. La Poste ne peut pas, à ce stade, exclure cette hypothèse. Dans l'état actuel de nos connaissances, l'ensemble des indemnités indûment perçues entre 2007 et 2015 sont restées au sein de l'unité d'organisation Carte Postale. L'enquête en cours va permettre de mettre en évidence comment ces fonds ont été utilisés. Alors que des offices postaux sont fermés en Suisse, les investissements français de la Poste demeurent incompréhensibles pour de nombreux politiciens. Guillaume Baratzon suit le dossier depuis plusieurs années. Je ne comprends pas en quoi une entreprise publique qui doit principalement servir la population suisse, avec des offices postaux, du transport régional et puis éventuellement même une banque en Suisse, eh bien, en quoi est-ce que ces activités en France servent la population suisse? Je ne vois pas d'intérêt à le faire et franchement, je dois dire que c'est un grand point d'interrogation et il va falloir maintenant que la Poste explique au Parlement quelle est sa stratégie. Avec la session parlementaire qui débute demain, le procès en cours en France et la procédure pénale que demande Doris Leuthard en Suisse, Carte Postale va sans doute devoir modérer ses ambitions et redescendre sur terre. C'est une toute nouvelle conseillère nationale de 60 ans qui remplace dès demain le socialiste Jean-Christophe Schwab. Brigitte Crotta se définit elle-même comme un profil atypique parmi les parlementaires. Médecin spécialiste, elle se lance dans l'arène politique en toute humilité, dit-elle, mais sous l'œil vif d'Alain Rebetté. Candidate au Conseil national en 2015, Brigitte Crotta n'a pas été élue. Elle pouvait donc tranquillement continuer sa vie. Jusqu'au jour où Jean-Christophe Schwab a démissionné. Ce jour-là, tout a basculé et elle a dû choisir. J'y vais ou j'y vais pas? Elle nous reçoit chez elle à Épalinges, dans les Hauts-de-Lausanne. Il est 6h30 du matin. Première étape de la journée, c'est la maman, hein? Oui. Oh, d'ailleurs, en parlant de la maman, j'ai oublié de rentrer la viande que j'ai prévu de décongeler pour ce soir. On dégèle donc la viande, on pousse le fils au métro et surtout on reconnaît qu'en quelques semaines, tout a changé. On m'invite effectivement à des tas de débats où on m'aurait jamais invité avant. Et puis en un mois, je crois que j'ai fait beaucoup plus que ce que j'ai fait les 14 dernières années, quoi. Pour cette femme médecin, accepter de faire le saut au national n'était pas évident. Elle s'est même renseignée. J'ai téléphoné par exemple à M. Fridet, puisqu'il est médecin. Et je lui ai demandé comment il s'organisait. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est facile, on travaille le samedi, le dimanche, le soir. À son cabinet, tout va bien. J'ai dit, non, mais moi, c'est pas la vie dont je rêve non plus. Pourtant, elle a fait le pas. Et à l'heure du petit déjeuner avec les collègues, elle dit le cœur de son engagement. Zola, il n'a rien inventé. Hein. Moi, les gens que je dois aider à faire les démarches auprès justement de l'AI parce qu'ils ne savent pas comment faire, les gens que je dois aider à trouver des moyens pour financer leurs soins dentaires
parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer puis qu'ils ne sont pas au PC. Donc aller taper aux portes de Pro-Infirmis ou de Prosenectut, c'est des choses que je fais au quotidien. Quelques heures plus tard, départ pour Berne et un aveu. Il y a depuis le 31 octobre que je dors mal et depuis un mois que je mange peu. Et voilà notre Samuel. Samuel Bendahan, c'est son collègue de parti. Ils s'étaient connus au Grand Conseil vaudois et vont se retrouver à Berne dans une ambiance qu'elle craint plus tendue. C'est pas dans ma nature d'être très conflictuelle, donc il faudra que je m'endurcisse un peu pour ne pas pleurer tous les soirs si j'ai des commentaires désagréables sur ce que je fais, c'est sûr. C'est mon ami qui dit que c'est mon plus grand défaut, c'est que j'arrive toujours à chercher des arrangements ou à trouver des excuses à tout le monde ou à être bienveillante avec tout le monde alors que tout le monde ne le mérite pas, mais je pense que oui, tout le monde le mérite. Allez, à Berne, on s'offre un petit fruit et on discute organisation pour les semaines de session. Je vais dormir probablement le lundi et le mercredi, ouais. C'est généralement ce que je fais. Je me réjouis de venir 3 semaines dormir là, parce que je vais me reposer. J'espère que je vais me coucher tôt avec un bouquin ou avec les papiers à lire. Puis, c'est l'entrée au palais. J'ai réservé... Une badge sur les numéros. Sur les numéros. Ouais. Voilà, et tu peux y aller. La découverte de la fameuse salle 286 et des nouveaux collègues du groupe socialiste. Voilà, Brigitte, alors je sais me pas si on... présente. Je remplace Jean-Christophe. Oui, je sais. Barbara, bienvenue chez nous. Et enfin, la visite du Parlement. Suivez le guide. Et puis tu as toutes les salles, et toi tu peux réserver quand tu veux des salles pour toi. Hein. Tu peux demander pour faire quoi? Ce que tu veux. Le vestiaire, tu as un cintre avec ton propre numéro, un petit truc si jamais. Moi je vais toujours aux toilettes du Conseil des États. Elles sont mieux, puis elles sont moins occupées. Et la fameuse salle du Conseil national. Tu reprends la place de Jean-Christophe, c'est ici. Moi, je suis là. Les personnes qui s'expriment au Conseil national, elles s'expriment toutes, en fait, ici. En fait, ça se voit pas maintenant, mais ils montent pour venir s'adapter exactement à ton niveau. Donc, ils sont, tu vois, c'est vraiment des ninjas. Et donc, il y a même ici, tu vois, ça, c'est un truc qui te dit combien de temps tu as à t'exprimer. Donc, tu as tes minutés sur ton temps de parole. Vous réjouissez d'être là et de parler? Pas trop. Il faudra lui faire un baptême du feu. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même pris un petit peu le rythme ces derniers temps et que je suis un petit peu moins coincée qu'avant, mais voilà, ça reste un exercice que j'aime pas spécialement. Je ne pensais pas que j'y arrive, que je serais une fois ici, et je pense encore moins à mes parents. Et d'ailleurs, ma maman est très chou parce qu'elle ne suit pas trop la politique, et quand je lui ai dit que j'allais à Berne, elle m'a dit ah bon, voilà, bon, déjà que Grand Conseil, bon. Voilà. Ça ne l'impressionne pas beaucoup. L'impressionnait pas du tout, et quelques jours après, elle me dit mais tu as vu, c'est horrible, Jean-Christophe Schwab qui arrête, il est tellement bien ce garçon. Puis je lui ai dit mais c'est moi qui le remplace. Ah bon? ATS, 3 petites lettres à peine remarquables au pied des articles que nous lisons. C'est l'expression du travail que l'Agence télégraphique suisse fait depuis plus de 120 ans. Véritable institution qui œuvre dans l'ombre, l'ATS fournit jusqu'à 60% du contenu des médias romans. Après une fusion avec Keystone l'année dernière, l'actionnaire principal de l'ATS est désormais autrichien. Une restructuration majeure est en cours. Son objectif est la rentabilité au détriment du personnel qui est descendu dans la rue. Reportage Yves Godel. Ils sont venus de toute la Suisse. Après Berne et Zurich, l'agence télégraphique suisse manifeste à Lausanne, 3e jour d'une grève historique et illimitée. Nous demandons l'ouverture de vraies négociations avec le conseil d'administration de l'ATS. Le plan de restructuration était brutal. Fin janvier, les 150 collaborateurs de l'agence sont convoqués par leur hiérarchie, l'un après l'autre. Résultat, 36 suppressions d'emplois, le quart des effectifs de l'ATS. Face à l'agression sociale menée par des employeurs sans scrupules, Jean-François Schwab est journaliste à l'ATS. S'il a échappé à la vague de licenciements, il a décidé de se battre aux côtés de ses collègues pour sauver son agence. Merci. Moi, ça fait 15 ans que je travaille à l'agence. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de l'ATS, qui est quand même assez anonyme, hein, au-delà de ces 3 petites lettres qui apparaissent dans tous les journaux, hein, chaque jour. Hein. 3 petites lettres qui bénéficient d'un soutien inespéré. Des politiques de tous bords ont fait le déplacement.
Bonjour à toutes et tous, on va faire court les politiciens, j'espère. Simplement vous dire deux, trois choses. Parmi eux, le libéral radical Olivier Feller, que l'on n'a pas l'habitude de voir se positionner dans les conflits sociaux. C'est un combat qui touche l'ensemble de notre pays et notre démocratie directe, parce que c'est un combat qui concerne l'indépendance, la qualité et la diversité de l'information. L'ATS est certes une entreprise privée, mais c'est une entreprise privée d'intérêt public. C'est une entreprise essentielle pour le fédéralisme, la démocratie directe, pour le fonctionnement de notre pays. Et c'est pourquoi, pour la première fois de ma vie, je soutiens une grève. ATS, sempre qua. SDA, nicht für Gewinne da. SDA, nicht für Gewinne da. SDA, nicht für Gewinne da. Rendez-vous à la maison de quartier de Chailly. L'occasion pour les grévistes de se mettre au chaud et de profiter de quelques conseils. Vous allez proposer à ce conseil d'administration, ça a pris. On est en Suisse, le pays de l'horlogerie, vous voulez faire des propositions concrètes, crédibles, pas du vent. Et si vous êtes convaincu de sauver les 40 emplois, alors allez défendre ça. Jusqu'au bout. Au même moment, une délégation de la rédaction est à Zurich. Sous la pression du mouvement de grève, les dirigeants de l'ATS ont finalement accepté de la rencontrer. À Lausanne, on attend le résultat de ce tout premier face-à-face. La nouvelle tombe en milieu d'après-midi dans un courriel signé par le directeur général de l'agence. Les dirigeants proposent 3 jours de négociation, mais demandent que la grève soit suspendue, au moins jusqu'à la fin du processus. Jean-François Schwab est sceptique. Pour lui, la direction essaye seulement de gagner du temps. Parce que là, franchement, en discutant avec mes collègues, c'est de l'enfumage. Le premier point, c'est nous réexpliquer pourquoi ils doivent économiser 5 millions. Donc, franchement, ils nous l'ont expliqué 26 fois. Là, vraiment, ras-le-bol au bout d'un moment. Le deuxième, respect, plan social, si on peut l'améliorer, parfait. La prise en compte de la mission de service public, voilà, super, merci, c'est écrit noir sur blanc sur nos statuts. Choisir notre délégation, mais dingue comme point, incroyable. C'est vraiment de l'enfumage, c'est 4 points, je m'excuse à chier. La décision de suspendre la grève est reportée au lendemain, à peine le temps d'y réfléchir. Ils vont nous accueillir 3 fois 1 heure. C'est pas 3 jours, c'est des demi-jours, ça commence à 13h ou 14h. C'est pas 3 jours. C'est des pseudo-négociations, comme les pseudo-négociations de la procédure de consultation. Mais tu ne dois pas faire le malin. C'est pas pour rien qu'ils les ont fait venir à Zurich. Évidemment. Pourquoi ils ne viennent pas à Berne? C'est tous des petits moyens de pression. Pas évident de négocier avec des gens. Toutes les négociations, ça sera à Zurich. On n'est pas sorti de l'auberge. On ne peut pas rater les bus. Rentrez bien. À demain. Et à demain alors. Ouais, on se voit demain alors. Direction Berne, nous sommes le 2 février, 4e jour de grève. C'est aujourd'hui que la rédaction de l'ATS au grand complet décidera si elle suspend ou non son action. Mais l'Assemblée tient d'abord à saluer les efforts de la délégation qui a réussi à faire plier les dirigeants en obtenant simplement le droit de négocier. La victoire est modeste, mais savoureuse. La journée sera longue. Unis dans le destin de leur agence, leurs avis sont encore partagés sur la suspension de la grève. Je vais essayer de faire court. Si on suspend notre grève aujourd'hui, eux, ils auront réussi un truc assez génial et assez facile de couper notre mouvement, de couper l'élan. Le vote s'organise dans un processus démocratique bien rodé. Oui ou non, c'est-à-dire si vous écrivez oui, ça veut dire que vous êtes pour une suspension de la grève. Si vous écrivez non, vous êtes contre la suspension. Finalement, le résultat est sans appel. À une très grande majorité, la grève est suspendue. C'était pas mon vote, mais ça me paraît raisonnable. Et sachant que si les négociations ne sont pas prises au sérieux, on remet une couche, ça c'est sûr. Dernière action symbolique avant de reprendre le travail, les locaux de l'ATS sont à quelques centaines de mètres. Nous sommes vendredi après-midi, l'heure pour les grévistes de regagner leur poste.
Et donc là, on a décidé de retourner au travail le jour même où on a décidé de suspendre la grève. Ça fait un peu bizarre, on retrouve nos chefs de rubrique qui, eux, étaient de piquet. Ouais. Je crois bien qu'ils ne travaillent pas ce week-end. Les quelques cadres, on assure la permanence ces quelques jours. Ouais. On a dû réduire un peu la voilure et puis faire ce qu'on pouvait. Si c'était vraiment un service minimum, vraiment les points importants, et puis le reste, on a dû écarter, laisser tomber des choses parce qu'on ne pouvait pas faire plus. Nous retrouvons Jean-François quelques jours plus tard, à 2 pas de la rédaction bernoise. Il fait partie de ces rédacteurs qui travaillent dans l'ombre. Les dépêches produites chaque jour ne sont jamais signées par leurs auteurs. En tant qu'agence de presse, on fonctionne, des fois les gens l'oublient, comme une rédaction normale, sauf qu'on est 150 journalistes. On couvre l'ensemble de l'actualité suisse, en politique, en économie, en culture, ainsi que la politique internationale. Voilà, chaque jour, on donne en français, par exemple, à peu près 200 dépêches, des fois 250, encore plus en allemand, plus de 300 dépêches. Et voilà, les clients, ils peuvent se servir de ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas pu aller à la conférence de presse de Christophe Blocher. Ils savent que la TS l'a couverte. Ils vont prendre le texte, à eux, après, de le mettre en forme comme ils veulent. Voilà, donc ils peuvent se servir comme une fontaine de toutes les informations possibles. Difficile d'imaginer l'impact de la suppression d'un quart des effectifs sur la qualité des services de l'agence. Julia fait partie des journalistes licenciés. Elle a fait ses débuts à l'ATS il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, elle cherche un nouvel emploi. Nous la retrouvons après le travail. Elle nous raconte la journée du 29 janvier. Moi, j'ai trouvé très peu humain comme ça a été annoncé, en fait. Ces licenciements, c'était vraiment à la chaîne, quoi. C'était très direct. Peu d'empathie, très peu d'empathie, ouais. Il y avait vraiment une tension, les gens avaient peur d'aller à ces entretiens. Il y avait des gens qui se sont écroulés, ou des gens qui avaient tellement peur qu'ils n'y sont pas allés. Il y a des gens qui sont... Ça leur a fait beaucoup de mal et ça continue de leur faire mal, quoi. Mardi 13 février, premier jour des négociations. Avant de s'asseoir à la même table, les 2 parties sont convoquées par la commission parlementaire qui s'occupe des médias. Andreas Stüdli est membre du comité de rédaction. Il a rendez-vous avec les délégués syndicaux. Surprise, le directeur général Markus Schwab a choisi le même bistrot pour préparer la rencontre. On est là pour vraiment présenter une fois les conséquences graves de cette restructuration pour la qualité du service de l'ATS, pour son rôle du service public. Finalement, la grève a eu par conséquence que même cette commission des chambres fédérales s'intéresse davantage pour ce cas ATS. Les 2 parties vont être entendues séparément. Elles se retrouveront dans quelques heures à Zurich pour le premier round des négociations. Après 2 heures d'entretien, sortie de Hans-Heinrich Konings, président de l'ATS, et Markus Schwab. Pressé de prendre son train, le directeur général affiche un certain optimisme pour les négociations. Mais vraiment vite, on doit aller sur le train pour Zurich. Si on n'aurait pas une marge de manœuvre, on ne fera pas un meeting, n'est-ce pas? C'est clair. Alors leur principale revendication, c'est de geler, voire de limiter les licenciements. Est-ce que là-dessus, vous allez entrer en matière? On a décidé de vraiment d'abord négocier et ensuite on parlera. Pour le moment, je ne peux rien dire. Juste encore un mot, donc il y a 36 personnes, donc ça fait un quart des effectifs. Est-ce que vous pensez vraiment que l'ATS peut fonctionner avec un quart d'effectifs en moins? Oui, moi, personnellement, je suis persuadé, le conseil d'administration est persuadé, aussi les clients, parce qu'on a travaillé ensemble avec cette solution. Et la qualité ne va pas être... Non, la qualité n'est pas impactée. Voilà, je dois vraiment aller. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Zurich, 14h. C'est dans cet hôtel 5 étoiles qu'auront lieu les négociations. Retenu à Berne, Andreas Stüdli est en retard. Ses collègues du comité de rédaction sont déjà sur place, tout comme les dirigeants de l'ATS.
Notre caméra n'est pas la bienvenue. Un membre de la direction se dit choqué. Il évoque un dérapage de plus en référence à la grève. L'ambiance est électrique. Autre point d'accroche, l'équilibre numérique des partis. Les dirigeants de l'ATS sont au nombre de 4, alors que le comité de rédaction est venu à 5. Michael Burkhardt est délégué syndical. Il vient de quitter la table des négociations. La raison du conflit était de savoir si nous voulions négocier à 4 contre 4 ou à 4 contre 5. Alors ils ont dit qu'ils ne voulaient que 4 personnes de notre délégation et que nous devions décider qui de nous allait quitter la salle. Nous sommes sortis quelques instants pour discuter et décider si nous voulions engager un rapport de force, auquel cas ils menaçaient de quitter la salle. Une option était donc de tout faire échouer. L'autre était de céder, si on peut dire, et d'accepter cette condition qui n'avait jamais été formulée par écrit. Après 4 rencontres, les négociations sont au point mort. La direction estime avoir fait beaucoup d'efforts, pas assez pour la rédaction qui veut poursuivre les discussions. Elle compte aussi sur un soutien politique. Si les partis ne trouvent pas d'accord sur une médiation, la grève pourrait reprendre ces prochains jours. Sommes-nous seuls dans l'univers? La réponse à cette question se trouve sans doute sur une planète lointaine. Pour découvrir cette ou ces planètes permettant la vie, l'Université de Genève, leader en planétologie, a mis au point un détecteur. Un spectrographe qui vient récemment de rejoindre le Chili avant d'explorer les tréfonds de la galaxie. François Ruchti était du voyage. Une citadelle au cœur du désert chilien d'Atacama. L'observatoire de Paranal est ses télescopes parmi les plus grands du monde. Le miroir de 8 mètres de diamètre s'oriente vers la galaxie. Pour la première fois, un tout nouvel outil de détection de planètes extrasolaires va être utilisé. Une nuit d'observation qui s'annonce délicate pour l'équipe du professeur Pépé de l'Université de Genève. C'est une machine qu'on a construite exprès pour pouvoir chercher et caractériser des planètes extrasolaires. Donc c'est vraiment un moment unique aujourd'hui. C'est le démarrage officiel de la période de test. Ça va être probablement l'instrument le plus puissant de son genre au monde. Ces chasseurs de planètes travaillent depuis près de 10 ans sur ce projet, avec un rêve, découvrir une sœur jumelle à la Terre. Tout a commencé à des milliers de kilomètres des télescopes chiliens. L'Université de Genève est pionnière dans le domaine de la planétologie. Avec la découverte de la première planète extrasolaire par Michel Mayor et Didier Queloz en 1995, on est reconnus comme les spécialistes à niveau mondial dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'on nous a mandatés, je crois. Que c'est vraiment parce qu'on sait comment construire ces instruments. La mission du professeur Pépé et ses collègues astrophysiciens est ambitieuse. On veut aller chercher des planètes de la masse de la Terre qui pourraient être de type rocheuse, et on va chercher des planètes qui ont cette masse-là, mais en plus se trouvent à une distance de leur étoile qui permettrait la présence de l'eau liquide à leur surface. Des conditions indispensables à la vie telle que nous la connaissons. Une quête scientifique qui vise à répondre à une question. On veut savoir, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Et c'est une question vieille de 3000 ans, voire plus. Donc c'est clair qu'il y a toujours un tout petit peu de ça derrière. On veut comprendre si on est seul dans l'univers. Pour trouver des réponses, les scientifiques genevois travaillent sur un nouvel appareil de mesure. Une salle blanche aménagée pour éviter les poussières et un budget de 23 millions de francs. L'objectif ? Construire un détecteur de planètes, un spectrographe baptisé Espresso. Donc là, en face de nous, on voit le spectrographe Espresso qui va partir bientôt au Chili. Actuellement, on est en phase d'intégration. Espresso n'observe pas directement les planètes.
Le spectrographe analyse la lumière des étoiles. Les variations de vitesse stellaire révèlent la présence de planètes. Posso provare a muovere un po' la lente per vedere se posso focalizzare meglio. Va bene, a dopo, ciao. On a encore des problèmes à résoudre. Là, je suis en communication avec mes collègues à Trieste qui doivent tester quelque chose sur la partie qui prend la lumière et l'envoie au spectrographe. On est en train de construire un instrument que personne d'autre a construit avant et qui est censé avoir des performances 10 fois meilleures que les meilleurs instruments actuellement disponibles. Donc, par définition, c'est un défi. Tu peux nous faire un topo sur le planning, quelle est la situation actuelle? Oui, je l'ouvre. 50 collaborateurs, 7 instituts de recherche différents, un défi scientifique et logistique. Donc ces 2 prochaines semaines, on continue à faire des petites modifications. La semaine du 31 et la suivante jusqu'au 11 août, on fait les tests. Le 14, le lundi, on commence le démontage. T'es d'accord? En août 2017, la construction du spectrographe s'achève. Espresso est soigneusement emballé pour être expédié au Chili. Un voyage délicat pour un outil de haute précision. Les astrophysiciens confient un peu leur bébé aux transporteurs. Des années de travail sont en jeu. Depuis l'océan Pacifique, les paysages défilent avant de rejoindre les hauts plateaux du désert chilien. La dernière ville est à plus de 150 km. Le désert d'Atacama, il est particulièrement bon par rapport au reste du monde parce qu'on a un désert très sec, en altitude, et donc l'air est très transparent et ça favorise les observations astronomiques. Denis Mechevant a planifié les moindres détails du projet Espresso. Pourtant, l'ingénieur est tondu. Le voyage ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors le transport s'est pas très bien passé. On a eu des retards, on a eu le matériel qui a été bloqué à Luxembourg pour pas voyager sur Miami au moment de l'ouragan. On a eu aussi pas mal de dégâts sur les caisses dus à la manipulation dans les aéroports. Là, on était assez fâchés d'ailleurs, mais heureusement, on n'a pas eu de dégâts sur le contenu. Depuis des mois, le Genevois fait des allers-retours à l'observatoire de Paranal pour suivre le chantier. Des dizaines de scientifiques et de techniciens vivent ici par tournus. C'est sous les 4 télescopes géants que le spectrographe est installé. Les travaux sont terminés. Un réseau de galeries connecte Espresso au télescope. Ok, donc Espresso est un spectrographe très sensible, il est stabilisé en température et c'est pour ça qu'il est derrière cette paroi dans une enceinte dans laquelle on ne peut pas pénétrer. Voilà, alors ici on a l'arrivée dans cette pièce de la lumière qui vient du télescope UT1, le premier télescope, et qui traverse la salle pour aller sur cette structure qui est la première pièce d'Espresso et qui, elle, va récolter la lumière des différents télescopes et l'envoyer dans le spectrographe à travers une fibre optique. On retrouve le professeur Pépé en séance de coordination. Ce soir, pour la première fois, Espresso va être relié au télescope, le résultat d'années de préparation enfin évalué. Okay, here you have 2 blocks. We'll have 3 blocks. One in the beginning of the night, one in the middle of the night, one towards the end of the night. And 85512. They can be observed only at the end of the night. Les scientifiques déterminent une dizaine d'étoiles à observer, un programme de test supervisé par l'ESO, l'Organisation européenne d'observation astronomique. C'est la première nuit officielle de ce qu'on appelle le commissioning. Et le commissioning, c'est une étape contractuelle qu'on a avec l'ESO où on doit démontrer les performances de l'instrument. Donc c'était important de se coordonner pour qu'on sache ce qu'on va observer pendant la nuit. You should be sure that we have in mind the goal of the test. Les 4 télescopes sont utilisés par différentes missions scientifiques.
Cette nuit, l'équipe d'Espresso a la priorité. Au crépuscule, tout s'anime dans un étrange ballet. À l'intérieur de la salle de contrôle, le protocole de test est lancé. T'as réussi à faire quoi? Juste hors de relève, puis après il a fait 4 flats, puis il s'est arrêté. C'était en quoi? C'était quel mot? Single HR1, j'ai juste voulu faire ça parce que c'est le mode principal. Alors ça pourrait être du fringing sur le détecteur. Impossible de tout traduire, c'est Christophe Lovis qui s'occupe du logiciel de traitement des données. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend les images brutes qui arrivent de l'instrument et puis on va extraire le spectre de ces images. Donc on va vraiment essayer de mesurer le flux de l'étoile en fonction de sa couleur, de sa longueur d'onde. Et donc en analysant ce spectre, on va pouvoir dire quelle est la vitesse de l'étoile. Et s'il y a une planète, la vitesse de l'étoile va changer. Donc c'est une observation indirecte. On détecte la présence de la planète grâce à l'effet qu'elle a sur son étoile. On ne voit pas directement la planète. Les scientifiques attendent la première image, le premier spectre d'une étoile. Les miroirs s'orientent vers Tau Ceti, une étoile de référence extrêmement stable. Je crois qu'on a un petit problème de DHS ou je sais pas quoi, de transfert de flux. Ah, now it's open. So maybe it's okay. Attention. Yes, wow. Hey. Des petits traits pour nous, mais un grand spectre pour les scientifiques. Espresso est précis. Ça, c'est le moment où on commence à passer d'une phase de projet à une phase d'opération-observation. Jusqu'à présent, on a conduit un projet, c'était surtout de la technique. À partir de maintenant, on démontre que l'instrument sait faire de la science de haute qualité et on va commencer d'ici quelques mois à exécuter notre programme scientifique pour faire de l'astronomie, pour faire de l'astrophysique. Ces prochains mois, les scientifiques vont pouvoir analyser des centaines d'étoiles et leur spectre. Mais ces chasseurs de planètes veulent aller encore plus loin. Si on arrive, par des astuces d'observation, à voir l'empreinte digitale de l'atmosphère de la planète, Espresso permettra de faire en tout cas une partie de ça. On pourra dire, ah, dans l'atmosphère de cette planète, il y a de l'oxygène, ou il y a de l'ozone, ou il y a de l'eau, qui pourrait être indication de la présence de la vie. Tous les espoirs sont permis avec le spectrographe de l'Université de Genève, un outil de plus pour se rapprocher d'une réponse qui va bien au-delà de la science. Dans notre Voie lactée, donc notre galaxie, il y a 100-200 milliards d'étoiles. Dans l'univers, il y a 100-200 milliards de galaxies. Donc je vous laisse faire la multiplication. 100 milliards fois 100 milliards d'étoiles dans l'univers, ça laisse la place pour beaucoup de planètes. Et personnellement, je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison pourquoi il ne devrait pas avoir de la vie ailleurs. Maintenant, ce n'est pas une preuve, c'est juste une opinion. Michel Mayor, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est vous qui avez découvert la première exoplanète en 1995. Depuis, on en a découvert des centaines. On voit une illustration d'exoplanètes derrière moi. Je dis bien illustration parce qu'on ne peut pas encore les photographier. Non, les graphistes nous montrent un peu à quoi peuvent ressembler ces systèmes. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Actuellement, on commence, il y a des instruments qui sont capables de faire les premières images de planètes, mais qui ne sont pas du tout aussi belles que ce qu'on voit sur ce graphique. Est-ce qu'on pourra y aller une fois? Non. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible. Il suffit de comparer les distances. L'homme est allé à la Lune en 3 jours, la lumière met 1 seconde pour y aller, et on parle d'objets qui sont à 50 années-lumière, voire peut-être beaucoup plus, c'est-à-dire des rapports de l'ordre du milliard de fois plus loin. Alors évidemment, vous êtes optimiste, vous dites qu'il suffit d'accélérer.
Simplement, accélérer, ça coûte très cher en termes d'énergie. Et donc, pour l'instant, il n'est pas question de penser qu'on pourra y aller. Alors pourquoi est-ce important de savoir s'il y a de la vie sur ces planètes? Alors ça, c'est la vieille question philosophique. Enfin, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce que la vie est un sous-produit automatique, inéluctable de l'évolution de l'univers? Est-ce que la vie, quand toutes les conditions sont réalisées, est-ce que des conditions physico-chimiques, eh bien, est-ce que la vie va émerger d'elle-même? Actuellement, je pense que l'immense majorité des scientifiques pensent que c'est le cas, mais comme le dit le professeur Pépé, en fait, c'est un sentiment, ce n'est pas une preuve. Donc actuellement, eh bien, on voit ici sur une telle image le nombre énorme d'étoiles. Donc, il y a indiscutablement, on le sait déjà, des quantités d'étoiles qui ont des conditions, des quantités de planètes qui ont des conditions adéquates pour que la vie se développe. Maintenant, il faut la détecter. Est-ce que c'est la nouvelle course spatiale? Parce qu'avant, tout le monde voulait aller dans l'espace. Vous, quand vous avez découvert la première exoplanète, vous me disiez que les Américains avaient dit oui, il y a des scientifiques européens qui auraient découvert quelque chose. Est-ce qu'il y a finalement une concurrence entre les différents scientifiques du monde sur cette course-là? Il y avait une très forte concurrence voici 20 ans, avec la découverte des premières exoplanètes. Maintenant, ça s'est calmé. Et je dirais qu'il y a aussi, il faut dire, un grand niveau de collaboration entre les différents groupes. Du reste, avec le spectrographe HARPS, qui est le précédent de celui qu'on a vu avant, eh bien, on a des collègues américains, français, de beaucoup de pays qui collaborent à nos travaux. Est-ce que la vie, on la trouvera de notre vivant, vous pensez? Difficile à dire. D'abord, est-ce qu'on la trouvera tout simplement? Il faut laisser encore ouvert la possibilité que ce ne soit pas le cas. Mais disons, personnellement, je pense qu'on aura des instruments qui seront capables de détecter d'une manière significative des biomarqueurs, c'est-à-dire des signatures chimiques dans le spectre qui nous révèlent que l'atmosphère de la planète a été modifiée par le développement de la vie. Et ça, je pense, d'ici quelques années, on aura les outils pour le faire. Vous dire combien? Je dirais 10 ans. Il y a aussi des pistes plus proches de chez nous, notamment dans notre système solaire. Quelles sont les pistes prometteuses en la matière? Oui, parce que si une vie se développe spontanément à partir de la matière qui s'organise, est-ce qu'elle s'organisera la même chose partout? Et en fait, pour les exoplanètes, ce sera très difficile de répondre à cette question. Par contre, dans le système solaire, on a découvert depuis une vingtaine d'années des tas de sites où peut-être la vie pourrait s'être développée. Il y a par exemple le satellite Europa, satellite de Jupiter, il y a le satellite Encelade, satellite de Saturne, qui ont des océans sous des banquises. Donc il y a de l'eau liquide, elle n'est pas gelée malgré la distance, et on voit des fractures à la surface d'Europa, et donc il se peut que il se peut qu'une vie élémentaire, évidemment on ne parle pas de vie développée, mais des unicellulaires se soit développée. Et je suis certain que d'ici 10 à 20 ans, plutôt 20, eh bien, il y aura des missions spatiales qui iront analyser la glace d'Europa, c'est le long des fractures, pour voir s'il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Et c'est passionnant. Michel Mayor, merci beaucoup d'être venu nous en parler en direct. Merci. Merci.